9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Philippe. Vous êtes journaliste, présentatrice de C'est dans l'air, présentatrice des 4 vérités. C'était l'interview politique du matin sur France 2 pendant 5 ans. Ça s'est terminé, un bon quinquennat. En lieu et place, c'est vous qui allez reprendre l'émission politique de France 2 au prime time à la place de Léa Salamé. On va en dire un mot tout à l'heure. Mais votre actu, c'est ce document enquête. Le titre, c'est le titre actuel ou le titre de travail? Vous allez me dire Cyberguerre, la menace fantôme. Ce sera dimanche à 21h sur France 5, c'est bien ça? Cyber, la guerre a commencé. Voilà, Cyber, la guerre a commencé. Je sais, d'expérience, je sais que les titres de travail des dossiers de presse ne sont pas toujours ceux qui sont diffusés, parce que j'ai appris des choses dingues avec vous, en tout cas ignorées par moi, une autre facette de la guerre que se livrent la Russie et l'Ukraine, une vraie guerre. Il n'y a pas d'obus, il n'y a pas d'avions de chasse, il n'y a pas de soldats, ou plutôt, il y a des soldats, mais ces soldats sont des hackers, des pirates informatiques, et ce n'est pas un petit combat à la marge, c'est crucial à raconter. C'est un vrai combat, et en réalité, la guerre, elle a commencé le 23 février, pas le 24. Le 24, il y a eu l'offensive militaire russe. Mais le 23, il y a eu une autre offensive, une offensive cyber qui a été menée également par les Russes. Et il y a eu une contre-attaque orchestrée, ce qu'on montre dans le film, une contre-attaque orchestrée par les Ukrainiens, qui étaient très bons. On a découvert à ce moment-là qu'ils étaient très bons, avec l'aide de grandes firmes américaines, de grandes firmes aussi françaises. Mais en l'occurrence, là, on interroge un responsable de Microsoft qui nous explique qu'à un moment donné, le 23, il voit tous les voyants s'allumer sur le trafic digital en Ukraine. Et là, ils orchestrent avec les Ukrainiens une contre-offensive cyber. Et il nous dit, et je pense qu'il ne se trompe pas... C'est quoi? Ne dites pas ce qu'il vous dit. Ah ben non, parce que je dis rien. Un document. Après, vous me direz comment vous avez réussi à obtenir la parole de cette personne, qui sont des gens qui n'aiment pas beaucoup parler, et surtout pas de sujets sensibles et internationaux. Il s'appelle Tom Burt, il est le vice-président de Microsoft. Vous lui demandez, mais qui est responsable de cette attaque? Donc le 23, la veille de l'offensive militaire sur l'Ukraine, il n'a aucun doute, on l'écoute. Vous n'avez aucun doute sur l'origine de cette attaque. C'est vrai. À partir des données collectées, nous avons la preuve que derrière la création et le déploiement de ces virus informatiques, il y a un groupe que nous surnommons ici Iridium. Et qui a un lien avec le gouvernement russe, avec les services russes? Oui, nous savons en particulier que ce groupe est lié avec le GRU, les services de renseignement militaire. Est-ce que ce soir-là, les Ukrainiens ont été bons pour contrer cette attaque cyber, cette guerre cyber? Durant cette première nuit, ce que les informaticiens ukrainiens ont dû faire, c'était vraiment du combat au corps à corps dans les réseaux électroniques du pays. Les Ukrainiens étaient très bien préparés pour riposter grâce à nos informations et pour contrer ces cyberattaques. Donc il n'a aucun doute. Comment avez-vous réussi à obtenir son interview? Normalement, les GAFAM partent très difficilement. Microsoft, c'est le M de GAFAM. Et surtout pas sur un sujet sensible, sujet qui pourrait fâcher un gouvernement comme celui de Moscou et les hackers russes qui pourraient faire une contre-offensive contre Microsoft. Alors, donc d'abord, bravo. Et deuxièmement, comment Alors je veux dire bravo surtout à Alain Pirot et Coraline Salvoche qui ont bataillé pendant des mois pour avoir la parole de Microsoft. Mais ce qui est important peut-être de raconter pour les gens qui nous écoutent, qui se disent tiens, pourquoi la guerre a commencé finalement un jour avant? Parce que l'objectif des Russes, c'était de déstabiliser tous les systèmes de communication. Je vais le raconter, mais comme vous parliez de ça, je voulais passer cet extrait en premier. Ok. Mais racontez-moi comment vous avez réussi à convaincre Microsoft de parler. Et est-ce que vous lui avez promis que certaines questions ne seraient pas posées? Et est-ce qu'il a eu un droit de regard sur l'entretien que vous avez vous-même réalisé? En l'occurrence, non. Pour être très honnête, c'est assez flatteur pour Microsoft d'expliquer qu'ils ont fait la guerre aux côtés des Ukrainiens et qu'ils ont aidé à gêner d'une certaine manière l'offensive militaire russe. Donc ça met aussi en évidence le fait qu'il y a eu une collaboration avec les Ukrainiens. Donc c'était pas non plus un sujet qui était douloureux pour eux. Mais malgré tout, il a fallu encore une fois que Alain Pirot et Coralie Salvoche s'attellent à cette interview. Voilà, après ils ont accepté de parler, tant mieux. En même temps, on voit beaucoup de choses et on voit aussi les attaques des Russes et des trolls russes contre le Parti démocrate américain qui pourtant se croyait protégé, parce qu'il y a beaucoup de facettes dans cette enquête qui est absolument passionnante. Vous parliez du principe des attaques, je voudrais qu'elle soit racontée par un extrait que j'ai choisi. C'est un jeune Ukrainien, c'est une sorte de militaire, il se bat tous les jours pour son pays, il est informaticien, il s'appelle Sergueï, il a 28 ans et il explique. Si vous bloquez ou mettez à terre certaines banques russes, des compagnies ferroviaires,
qui habituellement transportent les troupes. Si vous cassez ça, alors ça aura un effet. Symbole de cette guerre moderne qui se déroule désormais au cœur des réseaux informatiques, ces antennes relais et ces câbles Internet pris pour cible par l'ennemi. Oui, et nous on croyait qu'il s'attaquait à la télévision. En fait, c'était pas la télévision, on le comprend en voyant votre doc. L'aviation russe a même bombardé, et je savais même pas que c'était possible, un data center, un centre de données. C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Voilà pourquoi c'était un objectif des Ukrainiens de casser cette offensive russe, parce que ça a gêné aussi l'offensive militaire qui a suivi. Casser ou alors s'en emparer, vous interrogez Kevin Limonier, il est maître de conférence à Paris 8, il est auteur d'un livre consacré à ce sujet-là, Géopolitique du cyberespace russophone. Il explique comment les réseaux sociaux et les réseaux, font partie intégrante du champ de bataille. Quand les Russes prennent une ville, ils déconnectent les réseaux de télécommunications, téléphone, internet, ce que vous voulez, du réseau ukrainien, pour les reconnecter sur leur réseau à eux. Et vous la faites donc rentrer dans le régime de vérité qui est celui qui est produit et qui est promu par le Kremlin. Assez fort comme témoignage, et vous avez trouvé un nouveau héros, il s'appelle Mikhailo Fedorov. D'un mot qui est-il, on va l'entendre après, mais d'un mot qui est-il, je vous laisse faire le teaser, parce que vous êtes très très fort sur teasing. C'est un homme extraordinaire, c'est le vice-premier ministre ukrainien, c'est en fait le commandant en chef de l'IT Army, de cette armée de hackers qui aujourd'hui encore continue à mener l'offensive digitale contre Moscou. Voilà. C'était un bon teaser ou pas? Parfait, on voit un gars de 30 ans qui a l'air en super forme, on dirait un patron de la Silicon Valley, sympa, avec des beaux ordinateurs dans son bureau, et il est ministre d'une sorte de guerre. Culture Média continue. On est avec Caroline Roux, cyber, la guerre a commencé, Culture Média continue. Ça va pas être facile d'enchaîner, mais on va y être, parce que là, ça se fait en totale transparence. Documentaire ce soir, dimanche soir, cyber, la guerre a commencé, qui sera suivi d'un débat. Ça sera sur France 5, mené par vous, ce débat, Caroline Roux. Et vous avez trouvé un nouveau héros dont j'ai appris l'existence grâce à vous, Mikhailo Fedorov. On avait fait le teasing. Qui est-il ? Je le disais, c'est le vice-premier ministre ukrainien. C'est un super geek, un très proche de Volodymyr Zelensky, qui a organisé une armée cyber dès le déclenchement de la guerre. Il s'appuie sur des hackers du monde entier, il s'appuie sur les Anonymous, les bien connus Anonymous, qui pour la première fois se sont engagés dans cette IT Army aussi, pour déstabiliser tous les sites stratégiques, les entreprises russes, et être à l'offensive sur le domaine cyber aux côtés du gouvernement ukrainien. On va l'entendre, il y a un appel qui a été lancé. Écoutez bien, c'est un ministre qui lance un appel aux hackers, évidemment, c'est traduit. Nous créons une armée cyber. Nous avons besoin de talents informatiques. Toutes les opérations vous seront communiquées à cette adresse. Il y aura du travail pour chacun d'entre vous. Le combat continue sur le front cyber. La première armée cyber au monde est créée. Elle s'appelle l'Ukrainian IT Army. En quelques jours, des milliers de jeunes activistes vont se manifester sur le compte. Ils ont donné une adresse. Vous avez dit, il y a les Anonymous qui rejoignent. Il y a Nikita, qui est un hacker ukrainien, qui se cache pas. Il fait ça à visage découvert. Et ça l'amuse. Il n'a pas peur d'être découvert par les Russes, parce qu'il sait qu'en face, il y a une contre-offensive. Il y a aussi Alexei, un hacker ukrainien. Il est installé chez ses beaux-parents. On le voit faire une attaque contre une nouvelle agence de presse qui sert la propagande russe. En quelques minutes, devant vos caméras, il démolit le serveur. Il fait... Bon ça y est, ça fonctionne plus, tout est fini. Est-ce qu'ils se vendent pas un peu? Est-ce que c'est pas aussi peut-être de la propagande? Non, je crois que franchement, il y a eu la mise en place de quelque chose de très collectif autour de cette offensive cyber. Ce sont des génies. Il y en a qui utilisent ce talent-là pour faire de l'argent. Et puis il y en a d'autres qui utilisent ce talent-là pour déstabiliser les Russes, et c'en est un. La copie que j'ai vue, que vous avez donnée à la presse, est-ce que c'est une copie de travail? Parce que ils ont publié des plans de centrales nucléaires, de navires de guerre russes, dont un a été coulé, et surtout une liste d'agents du FSB, le nouveau nom du KGB, et on les voit, on les lit. Oui, on les voit, on les lit. Non, c'est pas une copie de travail que vous avez eue, c'est la vraie version qui sera diffusée dimanche soir. Donc il y a les vrais noms du KGB, enfin du FSB, avec les numéros de téléphone. C'est ça. C'est complètement dingo. Ouais, ils sont efficaces, non? Ouais. Vous n'avez pas peur d'être hacké, vous-même, l'émission et la boîte de prod? On s'interroge, on a eu un petit bug au moment du mix. Mais bien sûr que je suis sérieuse aussi, mais ma réponse est sérieuse, Philippe. On s'est posé la question les uns et les autres. C'est pas la première fois que je travaille sur le sujet des hackers russes et de la Russie. Donc, en général, je fais des petits changements de mots de passe un peu grotesques, un peu naïfs. Mais on surveille ça. Pour l'instant, on n'a pas été hacké. Et voilà, on a eu un bug au moment du mixage. On a explosé de rire en se disant, est-ce que c'est ça? Mais non. Ce qui fait peur, c'est la manière
manière dont en Russie, on peut dire qu'il est pratiqué une sorte de hacking d'État. Non seulement les cybercriminels sont légion, mais vous montrez qu'ils ont même des émissions de télévision dans laquelle ils invitent des hackers qui racontent les combines. Contrepartie, l'État russe ferme les yeux sur ces activités, mais leur demande des services. C'est un peu comme si l'Italie demandait pour sa sécurité l'aide de la mafia. C'est passionnant ce passage-là du documentaire, parce qu'on comprend au fond pourquoi on a pensé pendant des années que les Russes avaient un sérieux avantage sur nous. Parce qu'évidemment, ils n'utilisent pas les mêmes pratiques que l'État de droit. Donc ils travaillent avec des hackers qui font de l'argent, qui sont une réelle mafia, vous avez raison d'utiliser le nom, qui déstabilisent nos entreprises, qui avec des malwares demandent des rançons à des entreprises européennes. Les Russes les laissent faire. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, ils sont totalement piégés par cette procédure. Les Russes peuvent leur dire, si vous voulez rester tranquille et continuer à faire votre petit business, vous allez faire 2-3 trucs pour nous. Et en fait, c'est un hacking d'État qui sert les intérêts des services du FSB et du GRU. Et qui va très très loin, puisque vous dites qu'ont été piratés les portables de beaucoup de gens, de Colin Powell, je cite ça de mémoire, même le patriarche d'Alexandrie, si je me souviens bien, et il y a une interview, je ne l'avais jamais entendu parler comme ça, de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Et ce qu'il vous dit fait un peu froid dans le dos. Parce qu'il fait attention, sans faire attention, tout en ne faisant pas du tout attention. C'est vraiment le propos qu'on a essayé de faire apparaître dans ce film. Déjà, l'idée du film, elle est partie. Une interview que j'avais lue d'un ancien patron du FMI qui disait « On redoute plus une cyberattaque géante sur des banques mondiales qu'un krach boursier. C'est ça qu'on redoute aujourd'hui. Et du coup, on s'est dit, il y a une espèce d'enjeu qui nous dépasse. Édouard Philippe, pour revenir à lui, nous explique clairement, et on l'a tous les deux sur notre table, qu'il continue d'utiliser son iPhone et qu'il est bien conscient qu'il ne devrait pas le faire. On a interrogé un ancien patron de la CIA qui dit qu'il y a une forme de naïveté de l'Occident sur la fragilité de nos systèmes, de nos infrastructures. Juste un mot. L'iPhone, c'est l'iPhone précisément ou son portable? Ou est-ce que c'est l'iPhone qui est très mal protégé? C'est l'iPhone, ce sont tous les smartphones, pas Apple en particulier. Ils ont à disposition, les chefs d'État du monde entier, des téléphones cryptés. Mais les téléphones cryptés, c'est pas du tout sympa. Il n'y a pas tous les goodies, il n'y a pas toutes les applis, donc au quotidien, ils ne l'utilisent pas. Et ça, c'est anecdotique, un téléphone portable, parce que on se dit, il y a quelques numéros de téléphone, quelques contacts, mais ça illustre une forme de naïveté générale sur la fragilité aujourd'hui d'un monde qui est absolument connecté à tous les étages. Et pour l'instant, on l'a pas eu ce 11 septembre digital dont nous parle l'ancien patron de la CIA, que tout le monde redoute. Et on est en train de prendre conscience de cette fragilité-là. On est en train aussi de se poser la question de savoir quelles seront les limites qu'on va poser. Par exemple, est-ce qu'un pays qui fait l'objet d'une cyberattaque sur ses sites stratégiques vitaux répond militairement ? L'OTAN dit oui. L'OTAN dit, aujourd'hui, la clause 1 pour tous, tous pour un, c'est l'article 5. En gros, si l'un des pays de l'OTAN est attaqué militairement, tous les pays de l'OTAN sont habilités à riposter. Aujourd'hui, cette clause-là, elle va s'appliquer au digital. Comment est-ce qu'on va faire ? On va lancer des bombes parce que nos ordinateurs sont en carafe. Voilà, c'est la question. Bon sujet, et il y aura un débat en direct dimanche de 40 minutes mené par vous, et on vient de comprendre l'enjeu du débat. Juste quelques petites questions médias. Vous avez abandonné l'interview politique de la matinale, mais vous avez récupéré une interview politique quotidienne ça s'appelle l'invité de C'est dans l'air. De C'est dans l'air. Grosse différence entre les deux exercices, sinon l'horaire et que vous êtes plus obligé de vous lever. L'heure du réveil, vous vous rendez compte ou quoi? Bah oui, je me lève plus à 5h30. Non, sinon c'est un rendez-vous qui est un tout petit peu plus ouvert sur d'autres choses que la politique. Les 4V, c'était purement politique. Donc là, je peux de temps en temps me faire plaisir et inviter quelqu'un qui avec un livre, avec d'autres thématiques un petit peu plus larges, mais on retrouve des invités politiques parce que c'est ce que je fais depuis si longtemps. Et ça vous passionne, et vous avez été choisi pour succéder à Léa Salamé à la tête de l'émission politique de France 2. Quelle différence y aura-t-il entre votre émission et l'émission précédente qui était co-présentée par Léa Salamé et Laurent Guimier? Je vais faire un énorme teasing. Vous verrez. Non, vous avez dit, on va bouger le format. On va bouger le format, on est en train de le bouger. Ce qui est la grande différence avec l'émission de Léa Salamé, ça va pas vous échapper, c'est qu'on n'est pas en année électorale. Donc ça s'appelait Élysée 2022. Naturellement que l'enjeu n'est pas le même. On a décidé d'appeler cette émission l'événement. On va davantage la programmer autour d'événements dans l'actualité, d'événements avec la venue d'invités qui sont des invités qui parlent rarement. On est obligé de repenser naturellement cette émission. Faire une émission politique quand il n'y a pas d'élection, naturellement ça change tout. Évidemment, c'est comme une émission de foot hors saison. La première, ce sera quand? Vous le saurez bientôt. Ah, vous le savez
savez pas non plus, vous pouvez pas le dire. Je peux pas le dire, vous saurez bientôt. Voilà, on dit pourquoi on peut pas dire, parce que les chaînes regardent la concurrence des autres et quel jour les gens passent à l'émission. Donc la loi oblige à donner que 3 semaines à l'avance les émissions, et voilà pourquoi les chaînes gardent secrètes. Merci pour cette explication, c'est parce parfait. que sinon, on est une émission média ici, on explique Mais pourquoi. je sais. Les gens le savent, des fois ils disent la date, je l'ai, mais je te la dis pas. Merci beaucoup Caroline Roux. Là, je peux donner la date, c'est dimanche à 21h sur France 5, et j'avais noté le titre nouveau de travail, Cyber, la guerre a commencé. Merci beaucoup d'avoir Philippe, été merci avec beaucoup. nous en direct. Culture Média continue évidemment sur Europe 1 après les infos de 10h. Notre invitée, c'est l'humoriste et comédienne Chantal Latsou. Une pièce déjantée 1983 dans laquelle elle est restée scotchée à l'année 83. Sauf que ça se passe maintenant et c'est très drôle. Dans Les Indispensables, Stéphanie Loire est restée scotchée. C'est un livre qui rassemble les bourdes de la chanson française. Et puis Sébastien Bordenave va nous parler BD, une BD qui se passe sous l'Ancien Régime. Jean-Luc Lemoyne arrive avec son ballon d'eau chaude pour sa session de rattrapage. À tout de suite. Culture Média sur Europe